Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de ITV. Bienvenue dans votre journal. Nous sommes jeudi 24 septembre et dans l'actualité de ce soir, la baie de Han dépolluée à partir de demain. Cette vieille revendication est donc en voie de satisfaction. Les populations de Han applaudissent. Pendant ce temps, la plage des Mamelles doit accueillir une usine de dessalement de l'eau de mer. Le projet se heurte au refus des riverains. Ils redoutent des conséquences sur l'environnement aquatique. Nous irons à Touba dans quelques instants. Le Grand Magal approche à grands pas. Sur la question de l'eau, la municipalité a dégagé 280 millions de francs CFA pour alimenter les quartiers périphériques. Et enfin, les échos du Conseil des ministres, comme tous les jeudis sur ITV. Hassan Gueye se penche ce soir sur le sort du Théâtre national Daniel Sorano, vieux de 55 ans. Sa réhabilitation a été évoquée en Conseil des ministres hier. Et tout de suite, le développement. D'abord, cette information, Lamine Jack, entendu une nouvelle fois aujourd'hui à Paris. L'ancien président de l'IDESAF était devant des juges d'instruction en charge d'une autre enquête sur l'attribution des Jeux olympiques de 2016 et 2020. Pour rappel, Lamine Jack a récemment été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Ses avocats ont fait appel. Retour sur Dakar, la dépollution de la baie de Han, une doléance vieille de plusieurs années et la bonne nouvelle, les travaux vont démarrer demain. Un sentiment de satisfaction des populations, comme le décrivent Awedjope et Moussafal. Du sable blanc à perte de vue, des eaux limpides sur la route menant à la baie de Han, mais sur place, l'envers du décor. Des eaux poisseuses, une plage crasseuse et des canaux fétides, un air très piquant dû aux algues qui pourrissent le long de la mer, une bombe toxique qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle pour les riverains de ce lieu, la dépollution de cette baie, une vieille doléance sur le point de se matérialiser, suscite un grand espoir chez ce pêcheur. Il faut oser le dire, la situation de la baie de Han est des plus déplorables. L'insalubrité qui y règne ne plaît à personne, surtout à nous pêcheurs, car nous sommes ici du matin au soir. À un moment donné, la baie avait été nettoyée, ce qui l'avait rendue beaucoup plus salubre et beaucoup plus présentable. Mais lorsque le projet qui pilotait ces actions a pris fin, c'est comme si on était retourné au point zéro. Tout est redevenu plus sale et c'est quelque chose de déplorable. Donc nous espérons que ce nouveau projet va nous appuyer et nous aider à rendre cette baie beaucoup plus salubre et beaucoup plus présentable. En plus d'être une bombe environnementale, cette baie est aussi une menace sur la santé publique et une cause de pauvreté des riverains. Sa dépollution, attendue depuis plus d'une décennie, arrive à point nommé. Nous l'accueillons avec beaucoup d'espérance et beaucoup de satisfaction. Parce que il y a des années, dans les années 70, si vous veniez à la plage de Han, c'était vraiment l'une des plus belles plages de l'Afrique, du monde, je veux dire même. Donc quand on a un projet qui veut faire la dépollution de la baie de Han, nous ne pouvons que nous réjouir de ce projet. Donner un nouveau visage à cette décharge à ciel ouvert, un projet qui a nécessité la collaboration de tous les riverains, premières victimes de cette bombe écologique. Vraiment, ça va permettre aux mareyeurs, aux pêcheurs d'abord, d'avoir du poisson et ça va permettre aux poissons de revenir et vraiment tout le monde en bénéficiera. Tout le monde a été sensibilisé. Tout le quartier d'ici de Hann Bel-Air à Mbao, tout le monde est au courant de ce projet-là. Donc tout le monde a été impliqué. Donc c'est un projet qui touche toutes les couches du social de nos communautés. Une station d'épuration, un système de canalisation sont prévus par ce projet. Un programme de dépollution qui à long terme apportera un grand changement dans la première activité des populations de Hann Bel-Air, Yarar, la pêche. Par contre, à Mamelles, les résidents se disent inquiets à cause de l'implantation d'une usine de dessalement de l'eau de la mer. Plusieurs de ces riverains se sont rapprochés de l'organisation SOS Littoral pour réclamer ensemble la délocalisation de cette usine. Nancy Diop sur place.
La construction d'une usine de dessalement d'eau de mer à Dakar dans le quartier des Mamelles suscite des inquiétudes auprès des populations. Les membres de SOS Littoral sont déterminés à déloger ce projet hors du quartier des Mamelles. Nous ne voulons pas l'implantation de l'usine de dessalement ici dans la zone des Mamelles. Pourquoi? Parce que c'est une zone d'interdiction de pêche par le programme du GIRMA qui était un financement de la Banque mondiale. Ça, c'est un. La zone, la colline du phare des Mamelles, là où on veut creuser, est un site archéologique. Fouilles et découvertes, patrimoine classé, monument historique et patrimoine cultuel, c'est-à-dire sacré. Parce que le génie tutélaire de Ouakam est là-bas. Cette zone doit rester intacte et avoir une protection in situ. Et aujourd'hui, nous pouvons attaquer juridiquement le président de la République sur l'excès de pouvoir par rapport à l'article 19 qui lui confère ce déclassement dans le code du domaine public maritime. Et nous sommes sur cet axe aussi. Bon, nous pouvons aller même jusqu'à la haute cour de justice. Cette usine de dessalement va selon eux générer énormément de conséquences sur la faune aquatique. Maintenant, c'est une zone d'épicentre marin. Si on laisse cette unité industrielle extrêmement énergivore pomper 50 000 mètres cubes d'eau, bouillir cette eau à 3000 degrés de température, rejeter la saumure dans la mer, cette saumure prendra les courants nord et les courants sud, tuera les alevins de l'océan et les zooplanctons et les phytoplanctons et générera la photosynthèse et détruira la faune aquatique. Donc, c'est-à-dire, l'État du Sénégal va créer une rupture biologique au niveau du maillon de la chaîne alimentaire des océans. S'ils ne le savent pas, on le dit. Et c'est pour cette raison que le Sénégal a signé la convention Ramsar qui régit et protège toutes les zones humides du monde. Et le littoral fait partie des zones humides du monde. Donc pour ces arguments, tout simplement, et il y en a d'autres, on peut y aller. Alors nous disons non à l'usine de dessalement. Cette future usine devrait permettre de faire face à la forte demande d'eau potable dans l'agglomération dakaroise, mais à quel prix? SOS Littoral ainsi qu'un collectif des riverains s'y opposent fermement. Qui plus est, selon eux, toute la vérité n'a pas été révélée sur les impacts environnementaux. Cette nouvelle sortie du mouvement Nyolank sur les récentes questions d'actualité, 150 familles de Kounoun et 79 autres de la cité Terme Sud de Ouakam risquent de perdre leur maison. Le coordonnateur du mouvement Nyolank incrimine le chef d'état-major général des armées et la direction de la société d'aménagement de bâtiments et d'études générales. Guimarus Sagna répond à Aïssatou Diak. On parle depuis ce matin de Modou Mamoun Samb, qui est à la tête de la Socabek. La Socabek, qui empêche nos concitoyens, nos plus de 1500 concitoyens de Kounoun, de dormir. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à désigner les biens de tous ceux qui oppriment le peuple. Le chef d'état-major général des armées n'habitera pas à Terme Sud. Lui et ses copains n'habiteront pas à Terme Sud. Ou s'ils y habitent, ça sera après avoir transformé Terme Sud en cimetière. Nous disons clairement qu'il y a un coup d'État militaire en cours, un coup d'État militaire rampant, un coup d'État militaire foncier contre nos concitoyens de Terme Sud. Un coup d'État militaire foncier dirigé par le chef d'état-major général des armées, M. Biram Diop, le général Biram Diop, contre ses frères d'armes, contre les veuves et les orphelins de ses frères d'armes, qui sont décédés en servant le peuple sénégalais, qui sont morts en servant les citoyens sénégalais. Ce coup d'état militaire foncier, nous ne l'accepterons ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Nous allons lutter contre cette tentative d'accaparement, contre cette tentative de spoliation, contre cette tentative de dépossession. Et l'État du Sénégal a intérêt à régler très vite ces problèmes-là. Joints par iRadio, les responsables de la Socabeg affirment être en possession d'un titre foncier, ce depuis longtemps. Mieux, l'affaire a été portée devant un tribunal et la Socabeg a gagné le procès. Une victoire qui l'autorise à démolir 10 maisons et non 150 comme relayé.
Malgré l'accalmie pluviométrique dans la zone, Joal est toujours sous les eaux. Les quartiers inondés ont transformé en véritable calvaire le quotidien paisible des habitants. La correspondance de Muntaga Khan. Les pluies qui ont dû entendre les prières des sinistrés ont opéré une trêve qui n'a pas réussi à dissiper le calvaire des populations de Joal, qui rêvent d'un bon système d'évacuation des eaux de pluie. Après de multiples efforts, les jeunes ont fini par baisser les bras. On s'est beaucoup donné. Ce canal-là, c'est nous qui l'avons creusé. Ce qui doit être fait par des bulldozers, on l'a fait par nos propres mains. Ça fait presque 1 kilomètre. Et ça, des années durant. On est très fatigué. On a fini par baisser les bras et attendre leur dédié. Car la mairie n'a rien essayé, ni pour la ville, ni pour notre quartier. Pour Ousmane Demba, le président de l'association Yurmandé, seuls les canaux d'évacuation peuvent venir à bout de leur calvaire. Depuis 20 ans, depuis 20 ans, nous sommes sous les eaux, depuis notre plus tendre enfance. Beaucoup de régimes sont passés par là, sans rien faire. Ce que nous demandons, c'est un bon réseau de canalisation. On ne demande que ça. Seine Boudien, la présidente des femmes de Darussalam, demande que l'État les aide à remblayer les rues de leur quartier. Nous demandons aux partenaires et à l'État de nous aider. On est très fatigués. Au moins, l'État doit pouvoir remblayer les rues pour nous permettre de circuler, surtout en temps d'inondation, pour évacuer les eaux. Aujourd'hui, face à l'eau stagnante, certains visiteurs n'hésitent pas à rebrousser chemin. Seuls ceux qui sont munis de bottes acceptent de venir nous rendre visite. C'est pas intéressant. Malgré les motopompes et les denrées alimentaires distribuées au nom de l'État par la ministre de la Géologie et des Mines, les populations vivent toujours dans le dénuement. Et nous restons à Joal. L'adjointe au maire plaide pour de meilleurs réseaux d'évacuation et pas que. Ndaïkani 6 alerte sur la géographie du village de Joal qui menace de disparaître. Nous l'écoutons. Donc, comme vous le savez, Joal c'est une zone inondable parce que nous sommes entre l'océan et le bras de mer. Donc, il y a l'île de Fadjout à côté. Donc, Joal est menacé. Il y a des experts qui ont prédit que d'ici 50 ans, si rien n'est fait, Joal sera complètement envahi comme d'hiver. Je ne parle plus d'assainissement des eaux pluviales, mais l'avancée de la mer pose problème à Joal. Il ne reste qu'une bande de terre, c'est moins de 2 km entre l'océan et le bras de mer. Il faut que l'État vraiment sauve Joal Fadjout. Donc il y a un grand projet qui est en train d'être exécuté à Saly, mais il faut qu'il pense à Joal Fadjout parce que l'embouchure de la petite côte se trouve à Joal Fadjout. Parce qu'il y a l'île de Fadjout qui est menacée, il y a le presqu'île de Joal qui est menacé. Donc beaucoup de maisons sont parties. Allons maintenant à Touba faire le point sur les préparatifs du Grand Magal. Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau, le directeur de l'Office des forages ruraux prévoit de renforcer le réseau de distribution. La municipalité a également dégagé une somme de 280 millions de francs CFA pour l'adduction d'eau vers certains quartiers périphériques. Les précisions de Gorandaklo avec Tchernofaï. Approvisionner Touba en eau potable en quantité et en qualité, priorité de l'Office des forages ruraux qui, par la voix de son directeur général en visite de chantier à Touba, annonce des mesures d'urgence pour éviter toute pénurie d'eau en période de Magal. Cette année, nous avons un programme d'urgence extrêmement important qui consiste à la réalisation de 3 nouveaux forages à Sam Abdelatif, à Touba Ndiarem et à Darmanan Pétou. Plus un renouvellement d'un forage également qui est situé dans un quartier extrêmement important, c'est le forage FTB. Aujourd'hui, les 3 forages sont presque terminés. Il y a même un forage qu'on est en train de faire le décès. Et le dernier qui sera certainement mis en service, c'est Touba Ndiarem. Et nous espérons, on a l'assurance de l'entreprise. Ainsi, c'est dans cet élan que la municipalité de la Cité Sainte entend aussi apporter sa pierre à l'édifice pour concrétiser les chantiers d'adduction d'eau entamés par le gouvernement. L'État doit faire ici une adduction d'eau sur un linéaire de 54 km pour connecter les nouveaux forages et la commune a aussi déboursé 280 millions pour renforcer le réseau de la distribution d'eau dans certaines zones de Touba.
yoo xam ne dina ko def aussi ci réseau bi ngir yokk barab yi nga xam ne ndox àggu fa woon nga àgg fa. À cet effet, le gouverneur de la région de Diourbel rassure et annonce que des corrections ont été faites pour renforcer le réseau de la distribution d'eau dans la cité religieuse. Cette année, on a travaillé sur les deux tableaux. Nous avons travaillé sur la production qu'on a renforcée, mais aussi on a travaillé sur la distribution, puisque des corrections ont été faites sur le réseau, mais aussi des compléments, un renforcement dans le cadre des extensions de réseau ont été réalisées. Donc nous espérons que toutes ces mesures-là vont impacter dans la distribution d'eau et in fine sur l'organisation générale du Magal, puisque l'eau est une denrée centrale. En visite à Touba, le directeur de l'Office des forages ruraux soutient que les 33 forages sont en marche pour desservir la population de la capitale du mouridisme pendant et après le Magal. Et le khalife général des Mourides a envoyé hier à Tivaouane une délégation. Tivaouane qui s'est lancée dans la construction de sa grande mosquée. Et la contribution du khalife des Mourides aux travaux s'élève à 100 millions de francs CFA. Un acte de solidarité fortement magnifié par les Sénégalais. Aminata Ba et Souleymane Meng ont recueilli leurs réactions. Au Sénégal, les confréries cohabitent dans l'harmonie. Le geste du khalife général des Mourides en est une parfaite illustration. Une enveloppe de 100 millions en guise de contribution aux travaux d'achèvement de la grande mosquée de Tivaouane, un geste hautement salué. Ça, c'est la meilleure des choses pour moi, c'est la meilleure des choses. Parce que Massale Kouldina nous a enseigné quelque chose de très positif, tu vois. Et c'est le même processus qui continue, tu vois. Et c'est ça ainsi, quoi. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui a démarré et que les Sénégalais, ils ont compris que ça, c'est pour la bonne cause et ils vont continuer sur ce lancer. Nous sommes vraiment contents de savoir que Serigne Mountakha a sorti une telle somme pour participer aux travaux de la grande mosquée de Tivaouane. C'est normal. Une mosquée est un lieu sacré qui appartient à tous les musulmans et ce genre d'action doit être copié. Le geste vient raffermir les liens déjà solides entre les deux communautés. C'est une excellente chose car ce geste va solidifier la cohésion sociale et ça participe également à éveiller la conscience des citoyens. Un bel exemple à suivre pour les disciples respectifs. Les talibés doivent s'unir. Ils doivent aussi prendre exemple sur leurs guides religieux. Nous avons tous la même croyance. Les jeunes doivent être conscients et suivre nos chefs religieux. Nous sommes tous humains, donc nous devons être solidaires. Tidiane, Mouride, Layen, Niassène, chrétiens, tous partagent le même et unique Sénégal dans la paix et la solidarité. Une cohabitation qui fait de notre pays une nation stable. Merci Aminata Ba. Et dans le reste de l'actualité, la principale figure de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, conteste la candidature de son rival de toujours, Alpha Condé. Depuis Dakar, le secrétaire général de l'Union des forces démocratiques de Guinée accuse le régime de Condé d'être responsable de la mort de près de 100 personnes qui manifestaient contre un troisième mandat à Damassar, compte rendu. D'emblée, le secrétaire général de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, justifie sa candidature à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. En raison du bilan catastrophique qui a été le sien durant ses deux précédents mandats. Les infrastructures sont dégradées. Aujourd'hui, pour faire Conakry-Kindia, il faut 5 heures pour 137 km. La pauvreté s'est aggravée, la corruption est devenue endémique, lui et son clan s'enrichissent, ils sont dans cette course effrénée d'enrichissement. Donc, convaincus que les Guinéens sont aujourd'hui déterminés à administrer un vote sanction à M. Alpha Condé pour sa mauvaise gestion du pays, mais également pour son obstination à s'accrocher au pouvoir. Au total, 99 personnes ont perdu la vie dans des manifestations contre le troisième mandat
de Alpha Condé révèle-t-il une situation qui n'augure rien de bon? Je dis, il y a des risques de violence énormes, ça dépendra. Alpha, qui gouverne par la corruption et par la violence, on l'a dit, depuis qu'il est là, on a parlé de 99 morts lors des contestations du troisième mandat, mais il y a 203 morts depuis qu'il est au pouvoir. Des gens abattus lors des manifestations pacifiques de l'opposition. Concernant le sursaut ethnique, le secrétaire général de l'UFDG se veut un rassembleur. Je travaille pour rassembler et unir les Guinéens autour des valeurs essentielles. Je n'ai jamais voulu utiliser, instrumentaliser comme Alpha le fait, l'ethnie pour parvenir à mes objectifs. Mon ambition, c'est celui de rassembler les Guinéens, de les réconcilier, créer une république des citoyens qui va veiller à la sécurité de tous, au respect de l'égalité et en instaurant l'égalité des chances et en faisant en sorte qu'il y ait non seulement l'unité, mais la confiance entre les différentes composantes techniques. Après avoir perdu plusieurs élections présidentielles, Cellou Dalein Diallo espère que cette fois-ci sera la bonne. Pour lui, Alpha Condé a perdu toute légitimité. Le Conseil des ministres au chevet du Grand Théâtre du Théâtre national Daniel Sorano, le bijou culturel de l'époque où se tenaient toutes les cérémonies importantes, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Un théâtre vieux de 55 ans, devenu obsolète, et l'État du Sénégal souhaite le réhabiliter, mais il va beaucoup trop lentement. Les échos du Conseil des ministres, comme tous les jeudis avec Hassan Gueye. L'un des plus prestigieux théâtres de Dakar et du Sénégal sombre dans l'oubli. Sur le boulevard de la République, l'institution Sorano a perdu ses lettres de noblesse en même temps que sa splendeur plastique. La compagnie du Théâtre national fut un des projets culturels les plus emblématiques du président poète. 55 ans plus tard, le patrimoine commun n'est plus qu'un théâtre d'ombre. Le cauchemar du coronavirus de 2020 n'en est qu'un accélérateur de dégâts. L'année horrible est aussi une année blanche qui a fait perdre près de 100 millions de chiffres d'affaires. Il est urgent donc aujourd'hui de la remettre en état et d'optimiser son fonctionnement. C'est une des récentes préconisations du Conseil des ministres. Oh oui, Sorano ne peut pas tomber à l'eau. C'est notre histoire, notre âme, et cela fait partie de notre molécule. Tapissé de marbres et boiseries de haute qualité, son entrée principale est aussi un vernissage de pellicules d'époque, de plaques d'inauguration, de guichets uniques, témoins d'un âge d'or fait d'excellence, de créativité et de profusion artistique. Ce Conseil des ministres a été un rappel. Et il urge. Il urge parce que le théâtre vit actuellement un paradoxe. Quel est ce paradoxe? C'est-à-dire tout cet acquis historique dont j'ai parlé, cette mission extrêmement importante dans le développement d'un pays, parce que aussi dans le développement d'un pays, un théâtre national, c'est extrêmement important. Ça fait partie un peu du patrimoine et aussi, je pourrais dire, même des bijoux de la famille sénégalaise. Mais confronté maintenant, actuellement, à un problème d'obsolescence et de vétusté de son outil de travail. Parce que depuis le théâtre a 55 ans maintenant, 65 ans maintenant, 55 ans, que ce théâtre, on avait même célébré il y a de cela 5 ans, le cinquantenaire du théâtre, mais l'outil n'est plus adapté par rapport aux missions. Lancé en 1965 à la veille du premier festival mondial des arts nègres, Sorano fut le premier théâtre d'Afrique francophone doté d'une salle de spectacle parmi les plus abouties et les plus adaptées qu'on aurait pu rencontrer, avec une scène à l'italienne et une acoustique à nulle autre pareille. Seulement, le temps jaloux, le manque de vision et le contexte de diversification de l'offre ont accéléré sa relégation.
Avant que le rideau ne s'effiloche, le théâtre avait vocation à être la vitrine de toutes les expressions culturelles du Sénégal et un laboratoire artistique ouvert au monde qui participait au rayonnement de la diplomatie culturelle. Le TND, c'est aussi le triumvirat légendaire, ensemble lyrique, ballet Lalinguer, la troupe nationale dramatique, qui n'ont plus à disposition les outils de travail et le matériau pour un optimum de production. Nous avons pris même un cabinet sénégalais pour faire une étude de faisabilité de ce projet-là. Cette étude de faisabilité même a été déjà bouclée en 2017. Mais pour parler même en chiffres carrément, il y a deux composantes. Il y a d'abord le volet réhabilitation du bâtiment et des équipements liés au bâtiment, mais aussi maintenant il y a l'équipement scénique, parce qu'un théâtre aussi c'est surtout l'équipement scénique, à pouvoir aussi rénover, renouveler aussi cet équipement. Vous allez vous en rendre compte même, l'équipement que nous avons ici aussi n'est pas du tout performant. Donc c'est les deux volets. Le premier volet donc, il a été évalué à 2 milliards et le deuxième volet à 1,5 milliard. Donc le tout, en termes d'évaluation, c'est 3,5 milliards. En un demi-siècle, le théâtre a été relifté au moins 2 fois. Et ce furent des réhabilitations ponctuelles et surtout des rafistolages sans grand respect des standards. Le théâtre fait 1200 sièges et servitudes, 114 agents, permanents, saisonniers et prestataires le font tourner en temps normal. Et quantité de grands classiques tels l'Adjor, l'Exil d'Albouri, Guignoli, Damel Makodou font partie du patrimoine, œuvres de génie qui ont créé des œuvres qui les dépassent aujourd'hui. En hommage et en leur nom, Sorano doit rapidement trouver une issue de secours. Merci Hassan Gueye. D'autres échos du Conseil des ministres jeudi prochain sur ITV. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Dans quelques instants, la suite de la Total Bloc d'information avec Khalifa Djaraté. Bonsoir à tous.